Je vais vous partager des informations donc sur les différents acteurs le jour J, les facteurs qui peuvent nuire à votre projet sans péridurale et évidemment comment les éviter. C'est quand même assez orienté accouchement à la maternité. Donc celles qui ont des projets à la maison, vous aurez aussi plein d'infos sur l'ocytocine, comment vous mettre dans votre bulle. Mais là, c'est quand même assez orienté accouchement à la maternité, les conditions idéales en salle de naissance et je vous donnerai évidemment quelques petites astuces pour vous mettre dans votre bulle et gérer vos contractions. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange où je répondrai à vos questions. Donc déjà, la première question que j'aime poser, c'est important pour moi, j'ai intitulé cet atelier Comment faciliter et réussir son accouchement sans péridurale parce que c'est la question qu'on me pose très souvent. Comment est-ce que je peux réussir mon accouchement sans péridurale? Et avant d'aller plus loin, pour moi, c'est hyper important de juste pouvoir vous donner un petit peu ma vision et mon positionnement par rapport à cette tournure de phrase de réussir son accouchement que je trouve un petit peu euh, culpabilisante, j'ai envie de dire. Parce que le souci, c'est que derrière l'idée de réussir son accouchement, il y a l'idée de pouvoir échouer, d'avoir un échec. C'est-à-dire que si on prend la péridurale, on réussit. Si on prend pas la péridurale, ça pourrait être vécu comme un échec. Et je trouve que cette phrase, elle est hyper culpabilisante parce que culpabilisante comme s'il y avait juste le fait de prendre ou pas la péridurale qui pouvait être un indicateur de réussite ou d'échec de son accouchement. Et je trouve que ça vous met quand même une sacrée pression et culpabilité sur les épaules. C'est pour ça que j'aime pas trop en fait de parler de réussir son accouchement parce que comme je vous disais, ça sous-entend qu'il puisse avoir un échec. Moi, ce que je vous partage au quotidien, ce que je vous partage dans mes programmes, dans mes accompagnements sur Instagram, c'est plus l'idée de bien vivre votre accouchement. Ce qui est important finalement, c'est pas de se dire, OK, je veux accoucher sans péridurale et si j'y arrive, c'est une réussite. Si j'y arrive pas, ça peut être vécu comme un échec. Ça peut être vécu comme ça, hein, c'est pas ça le souci, mais c'est voilà, c'est de parler de réussir et d'échec pour moi, c'est un petit peu culpabilisant et c'est pas trop ma vision de ce que j'ai envie de vous partager. Moi, ce que je préfère vous partager justement, c'est que vous puissiez avoir toutes les informations pour rester actrice de votre accouchement, comprendre ce qui se passe, pouvoir faire des choix éclairés, pour pouvoir dialoguer avec l'équipe médicale, arriver à la maternité en étant vraiment informée, confiante et en ayant confiance en votre corps, comprendre ce qui se passe pendant le déroulement de l'accouchement et surtout pouvoir rester actrice du début à la fin. Et vous partagez évidemment tous les outils pour aller le plus loin dans votre projet sans péridurale, mais aussi pouvoir vous adapter. Parce que tout ne se passera pas forcément comme vous avez prévu. Peut-être que vous allez être déclenché, peut-être que vous allez prendre la péridurale, peut-être que vous allez avoir une césarienne. Est-ce que c'est finalement un échec? Bah, pas du tout en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vivre au mieux votre accouchement, peu importe comment il se déroule. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment que vous ayez cette confiance en vous, que vous ayez le mental pour pouvoir vraiment arriver le plus rassuré possible, que vous ayez un maximum de connaissances. Ça, je le répète, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que pour moi, c'est le savoir, c'est le pouvoir, c'est vraiment ce qui est le plus important d'avoir le jour de votre accouchement, pendant votre grossesse et le jour de votre accouchement, un maximum de soutien, d'être en capacité de vous adapter si tout ne se passe pas comme prévu. Pour moi, c'est ça en fait, réussir son accouchement. C'est vraiment être cette femme qui a les connaissances, qui a la confiance, qui est capable de s'adapter, qui a toutes les informations pour se dire après coup, en gros, peu importe comment s'est déroulé mon accouchement, j'étais restée actrice, j'ai bien vécu mon accouchement. Ça n'a rien à voir avec la péridurale. Évidemment que je vais vous accompagner pour éviter la péridurale autant que possible, mais je peux pas vous dire, OK, je vous donne un maximum d'informations pour que vous puissiez aller le plus loin dans votre projet sans péri. Et si en fait tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu, si je vous donne pas les informations pour pouvoir vous adapter, ce serait pas très honnête de ma part en fait. Donc, c'est important pour moi, voilà, de vous enlever un petit peu cette pression par rapport au fait de réussir ou d'échouer par rapport à son accouchement. C'est important de savoir que quand vous allez accoucher à la maternité, il y a plusieurs facteurs. Il y a différents acteurs le jour J. Il n'y a pas vous qui accouchez. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y mettre en lumière parce que, comme je vous disais, je trouve que c'est un petit peu culpabilisant de vous dire que la réussite ou l'échec, alors je mets des guillemets, hein, dépend uniquement de vous. Comme si vous étiez la seule personne en capacité d'aller le plus loin dans votre projet sans prendre en considération et en compte que quand vous accouchez à la maternité, il y a énormément de facteurs qui entrent en compte. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a vous
évidemment. Il y a votre bébé, parce que l'accouchement, c'est à deux, c'est un vrai travail d'équipe avec votre bébé, donc lui aussi, il a un rôle à jouer. Il y a les personnes qui vous entourent et il y a votre environnement. Et tout ça va plus ou moins influer, impacter le déroulement de votre accouchement. Et vous avez beau vous préparer à fond, s'il y a un de ces éléments qui vient euh, influencer ou mettre un grain de sable dans le bon déroulement de votre accouchement, ça peut venir le rendre les choses un petit peu plus difficiles pour accoucher sans péridurale. Mais ce n'est pas de votre fait. Vous, vous auriez le projet d'accoucher toute seule au fond d'une grotte, j'ai envie de dire. Là, évidemment, il n'y a que vous. Il y a vous et votre bébé encore. Et encore que vous ne soyez pas toute seule. Il n'y a que vous et votre bébé. La question de se vous dire, est-ce que je vais prendre la péridurale, est-ce que je vais y arriver ou pas, vous êtes au fond d'une grotte. Vous n'avez pas accès à la péridurale, vous êtes en tête à tête avec vous-même. Bah, j'ai envie de dire, forcément, vous n'allez pas avoir la péridurale. Là, il n'y a rien qui peut vous faire changer d'avis, qui peut vous influencer. Vous n'avez pas d'autre choix. Là, vous êtes à la maternité. Non seulement vous avez la péridurale à portée de main, et vous avez plein de personnes autour de vous qui vont graviter. Et toutes ces personnes, toutes ces choses, tous ces facteurs vont avoir un rôle à jouer dans votre projet. Donc là, j'ai vraiment envie de vous enlever un petit peu de cette culpabilité, de vous dire, OK, il faut que je réussisse ce projet. Il n'y a que moi qui peux arriver à accoucher sans péridurale. Évidemment, vous êtes capable d'accoucher sans péridurale, mais comme vous pouvez le voir, il y a plein de facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas forcément avoir le contrôle. Et donc au milieu de tout ça, vous, votre bébé, les personnes qui vous entourent, l'environnement, vous avez votre projet sans péri. Donc l'idée, c'est d'aller le plus loin dans votre projet sans péri en prenant en compte qu'il y a plein de choses que vous n'allez pas forcément pouvoir contrôler. Vous n'avez pas, par exemple, de pouvoir sur votre bébé le jour de votre accouchement. Sa position. Est-ce que, par exemple, il va bien se mettre tête en bas? On va voir plus tard que c'est pas parce que votre bébé reste en siège que c'est une contre-indication à un projet sans péri, mais on sait que ça peut le compliquer. Même le jour de l'accouchement, si il regarde des étoiles, ça peut rendre l'accouchement un peu plus compliqué. Son rythme cardiaque. Souvent, c'est ce qu'on entend dans les accouchements. Mon bébé, il avait un rythme cardiaque qui décélérait, donc il a fallu intervenir. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Vous n'avez aucun contrôle sur la durée de votre accouchement. Si votre accouchement dure des heures, comment est-ce que vous allez gérer les contractions et la fatigue? Ça, c'est pas du tout de votre fait. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément le pouvoir. Ensuite, vous n'avez pas forcément de pouvoir sur les personnes qui vous entourent. Les personnes qui vont critiquer votre projet, ça j'en suis sûre que vous en avez déjà pas mal dans votre environnement. Vous ne pouvez pas non plus gérer le stress ou l'impatience de votre partenaire le jour de votre accouchement. La disponibilité, la bienveillance et je dirais même la vision de la sage-femme sur laquelle vous tombez le jour de l'accouchement. Si vous tombez sur une sage-femme hyper ouverte à la physio et qui vous encourage dans votre projet sans péri, ce sera pas la même que si vous tombez sur une sage-femme un peu de la vieille école qui est persuadée que accoucher sans péridurale, c'est pas possible et qui va régulièrement vous proposer la péri. Vous n'avez pas de pouvoir sur les changements de garde. Vous pouvez tomber sur une sage-femme merveilleuse, changement de garde, une sage-femme qui vous accompagnera pas pareil. Tout ça, c'est des choses, voilà, un gynéco qui est pressé, qui veut accélérer un peu le travail. Voilà. Là-dessus, vous n'avez pas la main mise. Même si on va voir au fur et à mesure qu'il y a quand même des petites choses que vous allez pouvoir faire, mais dans la globalité, voilà. Vous n'avez pas de pouvoir sur votre environnement, les protocoles de votre maternité. Vous n'allez pas révolutionner les protocoles. Vous allez pouvoir faire bouger les lignes. Vous allez pouvoir ne pas forcément vous plier au protocole, mais voilà, il y a des choses où on verra plus tard. Si dans votre maternité, pour eux, c'est non négociable, qu'il faut une injection d'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta, voilà, il y a peu de chances que vous révolutionnez les protocoles. Vous n'avez pas d'impact sur la salle de naissance, l'agencement, la lumière, le bruit, les appareils, enfin tout ça, c'est des choses, on va le voir. Vous avez un petit peu un rôle à jouer, mais ça fait quand même beaucoup de facteurs sur lesquels vous allez devoir vous adapter. Par contre, vous avez, vous, 100% de pouvoir sur la partie qui vous incombe. C'est-à-dire que travailler sur vos peurs, vos croyances, votre confiance en vous, bah ça c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez un vrai pouvoir. Choisir les personnes qui vous entourent, ça aussi vous avez le vrai pouvoir de dire aux gens, ok, tu crois pas en mon projet, mais c'est ta vision, tes peurs. Moi, j'ai pas envie de t'écouter. Vous avez un vrai pouvoir sur les connaissances que vous allez prendre pendant votre grossesse, justement pour changer un petit peu la vision de l'accouchement, vous renseigner sur les protocoles, vous renseigner sur la physiologie. Tout ça, c'est en votre pouvoir pour gérer vos contractions le jour J.
et surtout votre capacité à vous adapter. Comme je vous disais, c'est important pour moi de pas vous dire, je vous donne plein d'infos pour aller le plus loin dans votre projet sans péril, mais si tout se passe pas comme prévu, démerdez-vous. Non, c'est aussi avoir les infos pour pouvoir vous adapter en cas de besoin. Pour moi, une bonne préparation, c'est avoir un maximum d'informations, d'être à fond sur la partie qui vous incombe, mais c'est aussi un juste équilibre avec le lâcher-prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et de se dire que vous avez un impact sur votre partie, mais qu'il y a plein de choses qui peuvent influencer. Alors ça peut être aussi un peu angoissant, je l'entends, de vous dire que vous n'allez pas tout pouvoir maîtriser, mais il y a aussi un côté déculpabilisant, de vous dire, OK, moi je fais ma part, mais il y a des choses que je peux pas maîtriser. Et donc, si à un moment je prends la péridurale, c'est peut-être pas parce que j'étais pas assez prête, assez informée, assez forte, assez confiante. C'est peut-être juste que je suis pas tombée sur la bonne sage-femme. Mon conjoint m'a peut-être pas suffisamment soutenue. Peut-être que j'ai eu un travail qui a été plus long que ce que j'avais imaginé. Et que voilà, tout ça a fait que peut-être il y a un moment où vous allez prendre la péridurale. Et c'est pas un échec en soi, parce que vous allez pouvoir prendre la péridurale et quand même rester actrice de votre accouchement et de garder un bon souvenir de votre accouchement. C'est vraiment ça qui est hyper, hyper important. Je vais regarder les petits messages. Si jamais on met dans le projet de naissance qu'on veut avoir la péridurale, que sous demande, comment... Ah, tu ne veux pas la péridurale? Tu peux écrire dans ton projet de naissance que tu ne souhaites pas la péridurale et que tu ne veux pas qu'elle te soit proposée. C'est tout à fait possible. De dire en gros, projet sans péridurale, en gros, je ne la veux pas, s'il y a besoin, je la prendrai, mais je veux que ce soit de mon ressort et pas qu'elle me soit proposée. Parce que une femme qui accouche à domicile, elle sait que si elle veut la péridurale, il faut qu'elle soit transférée. En gros, elle sait qu'elle n'a pas la péridurale à disposition. Donc, forcément, son mental va être différent de vous qui êtes à la maternité, où vous savez que il suffit de la demander. Donc, si votre conjoint vous la propose, la sage-femme vous la propose, ce sera beaucoup plus difficile de ne pas la prendre. Donc c'est pour ça que c'est important tout de suite de poser des limites, de dire à votre conjoint qu'il ne vous influence pas en vous disant t'es sûr tu veux pas la péridurale, j'ai l'impression que tu souffres, j'ai l'impression que tu gères pas, et de dire à la sage-femme qu'elle vous propose pas la péridurale. C'est un peu, j'ai un comparatif un peu à l'opposé, mais c'est un peu ça. C'est comme quand je pense qu'on a tout essayé à un moment dans notre vie de faire un régime et de ne pas craquer sur quelque chose qui nous... Enfin voilà, on savait qu'on s'était dit, je mange pas de chocolat, je mange pas de McDo, enfin ce genre de trucs. On a beau avoir un mental d'acier, mais si quelqu'un régulièrement nous dit, t'es sûr que tu veux pas un morceau de chocolat? T'es sûr que tu veux pas un morceau de chocolat? Bah il y a un moment, bah, forcément la tentation elle prend le dessus. Là c'est un peu pareil. Si toutes les 5 minutes on dit, t'es sûr que tu veux pas la péridurale? Bah il y a un moment on va se dire, bah ouais, je la veux la péridurale. Donc bien informer les personnes autour de vous de ne pas vous proposer la péridurale. En plus, autour de l'accouchement, il y a énormément de peurs, de croyances qui peuvent entretenir la peur et qui peuvent vous faire douter de votre projet, surtout pendant la grossesse. Là, je vous ai mis une petite liste de phrases, j'en suis sûre que vous en avez toutes déjà au moins entendues. Donc la fameuse phrase avant, les femmes mourraient en couche. Cette phrase, elle sous-entend que avant, les femmes, elles n'étaient pas capables de mettre leur bébé au monde, qu'elles étaient en danger, que la médecine est arrivée, que ça a sauvé les femmes, et donc aujourd'hui, il faudrait dire oui à tout, parce qu'avant, les femmes mouraient en couche. Juste petit rappel, avant, les femmes, elles ne mouraient pas en couche parce qu'elles mettaient leur bébé au monde et que c'était dangereux. Elles mouraient en couche parce que les conditions autour d'elles n'était pas hyper idyllique. Il y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas d'accès aux soins, c'était compliqué d'avoir un médecin, il y avait des épidémies de virus tous les mois, elles étaient archi carencées, enfin voilà, il y avait quand même plein de choses qui faisaient qu'elles arrivaient à l'accouchement et que effectivement, s'il y avait une complication, elle pouvait mourir. Maintenant, on est quand même mieux loti, on a accès à l'eau courante, on est bien surveillé pendant la grossesse, on n'est plus carencé, enfin il y a plein de choses qui font que si les femmes ne meurent pas en couche aujourd'hui, c'est pas uniquement à 100% grâce à la médecine. Il y a une partie, oui, grâce à la médecine, mais pas tout. Et de déconstruire un petit peu ça, ça permet juste de se rappeler qu'on est capable. Avant, les femmes, elles mettaient leur bébé au monde. Sinon, on serait plus sur Terre, en fait, si les femmes, elles avaient un corps complètement défaillant et qu'il fallait attendre que la médecine arrive pour sauver l'espèce. Donc, ça fait partie des choses que, quand on dit à une femme, ouais, mais avant, les femmes mouraient en couche, pourquoi tu vas coucher sans péridurale, toi? Ça laisse sous-entendre que on est en danger, qu'il faut faire une totale confiance en la médecine, dans le corps médical, pas poser de questions et dire oui à tout. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui amène à ces accouchements hyper médicalisés, c'est cette peur de mourir.
Parce qu'avant, les femmes mouraient en couche. Donc, de venir déconstruire tout ça, ça vient un petit peu faire un peu plus place nette sur ce dont votre corps est capable. Et vous êtes capable d'accoucher. Notre corps, il est bien fait. Ça, c'est un peu quelque chose qui a été oublié au cours des décennies. C'est qu'on arrive à nous faire croire que notre corps, il est défaillant dès le départ. Point. La grossesse, c'est une pathologie. L'accouchement, c'est une pathologie, il faut une prise en charge. Non, c'est pas ça en fait. La plupart du temps, les grossesses se passent bien. La plupart du temps, les accouchements se passent bien. Des fois, effectivement, il y a une pathologie, une complication qui nécessite une prise en charge, mais c'est une infime partie. Et en fait, maintenant, on voit plus que ça. Et sous prétexte qu'il y a une infime partie de femmes qui auraient besoin de médicalisation, on veut médicaliser toutes les femmes. Leur faire prendre la péridurale, les empêcher de boire, avoir un monito. Et c'est tout ça qui peut venir nuire à votre projet sans péridurale. Les fameuses phrases, forcément que l'accouchement est dangereux, pardon, et toutes ces choses qui allument un petit peu des voyants pendant la grossesse. Si votre bébé est trop gros, on va vous parler déclenchement. Là, c'est un petit peu euh, mettre en péril votre projet sans péridurale. Votre bébé est en siège, on va commencer à vous parler de césarienne. Bah là, sans péridurale, c'est un peu foutu. Si vous dépassez le terme, on va vous dire oui, mais votre placenta peut se calcifier, il fait plus son rôle, donc il faut vous déclencher parce que votre bébé serait en danger. Il y a aussi le fameux truc comme quoi le liquide à la fin se raréfie. Tout ça, c'est des choses hyper anxiogènes qui font croire que, eh ben, vous n'avez pas votre mot à dire. Mon bébé est trop gros, il pourrait rester coincé. Ok, bah j'accepte un déclenchement. Mon bébé est en siège, il peut pas sortir. Ok, j'accepte la césarienne. Mon placenta pourrait ne plus fonctionner et tuer mon bébé. Ok, j'accepte tout ce que vous voulez. Et tout ça, bah, le mythe aussi du cordon autour du cou, c'est toutes ces choses qui font que ça laisse croire aux femmes qu'elles sont en danger, tout de suite, et qu'il faut cette médicalisation et cette prise en charge. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui voient leur projet sans péri voler en éclats parce qu'on leur a dit, Madame, vous avez un gros bébé, il faut un déclenchement. Point. Il n'y a pas d'autre négociation possible, elles n'ont pas les informations et elles sont prises dans ce système qui médicalise. Donc évidemment que toutes ces croyances sont toutes fausses. Alors, bien sûr qu'il y a des fois des complications qui vont nécessiter une prise en charge, mais la plupart du temps, votre corps, il est bien fait, il est capable de fabriquer un bébé qui sera capable de mettre au monde. Donc, les gros bébés, c'est une fake news, c'est un moyen de vous faire peur et de vous amener vers le déclenchement. Un bébé en siège peut naître par voie basse. Ça ne nécessite pas forcément une césarienne. J'ai des récits dans mes podcasts de femmes qui ont accouché de bébés de 4,5 kilos. Ça s'est très bien passé. J'ai des récits de femmes qui ont accouché de bébés en siège. Ça s'est très bien passé. Votre placenta, il n'a pas une date de péremption comme un steak qu'on achète au supermarché où passer la date, il pourrait pourrir. Non, le corps, il est bien fait. Votre placenta, il va pas se dégrader le jour de la date prévue d'accouchement. D'ailleurs, cette date prévue d'accouchement, c'est une aberration. Elle est fiable à 5%. Il n'y a que 5% des bébés qui naissent à la date prévue. Mais cette date prévue, elle cristallise tout votre suivi de grossesse. Elle cristallise votre jour où vous devez accoucher et toutes ces fameuses phrases. Vous devez accoucher le 15 décembre, bah, allez écouter, le 16 décembre, vous n'avez plus de placenta et plus de liquide. Mais c'est complètement con en fait. Mais si on n'a pas les infos, on se dit, bah oui, effectivement, j'ai déjà entendu ça. Donc bah ouais, je vais me faire déclencher parce que là, il y a un vrai risque. Mais le déclenchement, il est plus dangereux finalement parce que on va forcer votre bébé à sortir, forcer votre col à s'ouvrir. Tout ça pour des choses qui sont fausses. Votre bébé, il est tranquillou dans votre ventre. Il continue de grandir, le placenta fait son rôle, il a du liquide, mais on fait croire aux femmes qu'il y aurait un potentiel danger et qu'il faut les prendre en charge. Et tout ça, bah, forcément, ça peut amener à avoir votre projet sans avoir votre projet sans péridurale qui soit un peu voilà, mis à l'épreuve. Et donc, toutes ces croyances justifient, rendent normal un accouchement comme sur cette photo. Alors là, j'ai pris vraiment l'extrême, hein, ils sont hyper nombreux, c'est hyper médicalisé, mais il n'y a rien de choquant. Si je vous dis, vous allez accoucher comme ça, alors, on va dire, si je dis à une femme qui a zéro connaissance, vous allez accoucher comme ça, elle se pose pas de questions. Bah oui, c'est ce qu'elle a vu depuis qu'elle est toute petite. Peut-être que sa mère a accouché comme ça, sa sœur a accouché comme ça. Dans tout ce qu'on voit, les femmes accouchent comme ça ne choque personne. On accepte parce qu'on se dit accoucher c'est dangereux. Si je me laisse pas faire, mon bébé peut mourir. Si j'ai pas cette hyper médicalisation, peut-être qu'on va pas détecter quelque chose et que je suis en danger. Et donc on accepte tout ça. On accepte d'accoucher avec beaucoup de monde, en position allongée, avec des appareils de tous les côtés, avec de la lumière super forte dans la tronche, en ne buvant pas, en étant dérangé.
infantilisés, surveillés. Voilà. Vous pouvez faire un sondage, montrer cette photo. Je suis sûre qu'il y a plus de 80% des gens qui vont dire, bah ça me choque pas. J'ai accouché comme ça. C'est comme ça qu'on accouche. De toute manière, la médecine, elle est là, et heureusement qu'elle est là, et heureusement que les femmes accouchent comme ça. Et avec cette vision de l'accouchement, ça va être un petit peu compliqué d'accoucher sans péridurale. Donc, c'est important de vous rappeler que ça, cette image-là, c'est un accouchement passif, mais surtout médicalisé. C'est un accouchement, c'est pas un accouchement naturel, c'est pas un accouchement physiologique, c'est pas un accouchement euh, qui se déroule bien, c'est un accouchement archi médicalisé et passif dans le sens où finalement, c'est pas péjoratif quand je dis passif, hein, dans le sens la femme, elle se la coule douce. Non, c'est dans le sens passif où on a fait croire à cette femme qu'elle devait se laisser accoucher. Et donc elle se laisse faire. Et très clairement, je suis mal passée pour juger. C'est comme ça que j'ai accouché pour mon premier. Je me suis laissée faire, totalement faire. Je suis allée à la maternité en me disant, on me dira quoi faire. Je me suis mis dans cette position allongée, jambes écartées, et dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas accoucher. Je suis en danger. Voilà. J'ai fait don de mon corps à l'équipe médicale pour qu'ils sortent mon bébé. Et c'est loin d'être le meilleur des scénarios. Euh, Est-ce qu'il faut une radio du bassin pour accoucher voix basse si bébé en siège, sinon c'est césarienne? Le problème des radios du bassin, c'est que elles ne prennent pas en compte la physiologie. C'est-à-dire que pour faciliter la sortie d'un bébé encore plus en siège, il faut que la femme elle soit verticale, debout, mobile. Son bassin, votre bassin, il bouge le jour de l'accouchement. Il y a plein d'os, il y a plein d'hormones qui font que le jour de votre accouchement, votre bassin, il va être archi mobile. Et surtout, vous avez le sacrum à l'arrière. Le sacrum, c'est un os que vous avez tout en bas du dos qui s'ouvre vers l'extérieur. Donc, une femme qui aurait un bébé en siège, qui bouge, qui est mobile, qui est tranquille, dont le sacrum peut être libre, son bébé va passer. La radio du bassin, vous êtes allongé. Sur le dos, le sacrum est verrouillé. Ça prend pas en compte ces quelques centimètres. Et vous n'avez pas cette flexibilité qui est due aux hormones le jour de votre accouchement. Donc, il y a plein de femmes qui se voient dire non, votre accouchement est trop petit pour laisser passer votre bébé en siège, parce qu'il mesure. Voilà, une femme allongée sur le dos dont le sacrum est verrouillé. Mais en fait, c'est pas comme ça. C'est pas la vraie situation pour le jour de votre accouchement. Et donc, il y a plein de femmes qui se voient partir en césarienne parce que il y a eu ces mesures qui lui ont fait croire que bah, elle pouvait pas accoucher. Et honnêtement, une femme à qui on dit qu'on fait rentrer dans ses appareils pour mesurer son bassin, qui a un médecin en blouse blanche, qui prend, qui fait des mesures, machin, non, votre bébé, il passera pas. Cette femme, elle tentera jamais d'accoucher par voie basse. Forcément, avec le flip qu'on lui fait, on lui dit, on essaye de lui prouver par A plus B que son bassin est trop petit. Bah, cette femme, elle tentera jamais. Par contre, une femme qui a un bébé en siège et qui est entourée uniquement de personnes qui lui disent, t'es capable, tu vas y arriver, ton corps est bien fait. Il y a plein de récits de femmes qui ont accouché par voie basse d'un bébé en siège. Cette femme, elle se pose pas de questions, elle doute pas d'elle, et elle accouche par voie basse. Mais une femme à qui on dit non, votre bébé ne passera pas parce que soit il est en siège, soit parce qu'il est trop gros, c'est super difficile après de faire tout le cheminement inverse. Et c'est un peu le problème actuellement, c'est que tout est surveillé et tout est source de stress en fait pendant votre grossesse. Soit vous avez trop de diabète, soit vous prenez trop de poids, soit votre bébé est trop gros, soit vous avez pas assez de liquide. Enfin, il y a toujours un voyant qui s'allume et qui vient vous distiller la peur. Les choses sur lesquelles par contre vous avez un vrai pouvoir, comme je vous disais, c'est votre confiance. En ayant les bonnes infos. Les bonnes infos, c'est important. Pas en regardant Baby Boom tout le temps. Ensuite, en vous entourant de personnes qui croient en vous et en votre projet. Très, très important. Si, comme je vous disais, vous êtes entouré de personnes qui vous disent que c'est possible d'accoucher sans péridurale parce qu'elles l'ont fait, parce que, voilà, elles vont nourrir votre confiance et vous allez pas douter de vous. Si vous êtes entouré de personnes qui vous disent non, mais accoucher sans péridurale, pour un premier, c'est long, c'est compliqué, tu vas souffrir la douleur des contractions, eh ben, je peux vous dire elles vont pas y arriver, quoi. Donc voilà, vous entourez vraiment de personnes qui vont croire en vous, en votre projet, qui vont vous soutenir, écouter des récits d'accouchement de femmes qui ont accouché sans péridurale. Et tout ça, ça va venir petit à petit changer votre vision. Si vous ne voyez que des femmes qui accouchent allongées avec une péridurale, vous allez vous dire c'est comme ça, faire autrement c'est super compliqué. Si vous voyez, écoutez 90% de récits de femmes qui accouchent chez elles, à domicile ou à la maternité sans péridurale, ça va être votre nouvelle réalité. Ça va être votre nouvelle normalité.
Donc regardez des vidéos d'accouchement naturel pour vous rendre compte que c'est possible, pour vous rendre compte à quel point votre corps il est capable de mettre votre bébé au monde sans qu'il y ait une personne qui vous dise quoi faire et sans qu'il y ait une personne qui sorte votre bébé. Ça, c'est toutes des choses qu'on voit depuis qu'on est toute petite et on en a fait notre réalité, une normalité. On l'a acceptée telle qu'elle. Et en regardant d'autres façons d'accoucher, bah, petit à petit, ça va être pour vous quelque chose de réaliste et de réalisable. Ensuite, les personnes qui vous entourent, choisissez-les avec soin. Choisissez la personne qui va vous accompagner pour votre suivi médical. Choisissez la personne qui est la sage-femme qui va vous faire vos préparations à l'accouchement. Elles ont toutes une vision de l'accouchement différente. Si pendant toute votre grossesse, vous êtes entouré de personnes qui vous disent qu'accoucher sans péridurale, c'est compliqué, voire c'est impossible, ça va vous venir distiller le doute. Si vous choisissez des sages-femmes qui vous disent, bah si, c'est possible d'accoucher sans péridurale, vous êtes capable, vous allez y arriver, bah ça va nourrir votre confiance au fur et à mesure. Informez autant que possible votre partenaire. Donnez-lui un maximum d'informations pour que lui aussi, il change sa vision. J'imagine que de toute manière, j'ai envie de dire 99% des hommes ont une vision de l'accouchement médicalisé comme nous. Seulement eux, ils ont moins de temps que nous pour cheminer. Souvent, ils se disent, c'est bon, l'accouchement, c'est dans 9 mois, je me renseignerai 3 jours avant. Mais ils vont pas cheminer et déconstruire leurs peurs et leurs croyances en quelques jours. Donc, leur partager des informations qui vont leur permettre de venir déconstruire un petit peu leurs peurs, leurs appréhensions. Parce que si eux aussi, ils sont convaincus que vous ne savez pas accoucher, que c'est le médecin qui va vous accoucher, ça va être difficile qu'ils vous encourage dans l'idée d'accoucher seul sans péridurale. Donc, plus vous allez informer votre partenaire et plus il va être un allié vraiment hyper important et un soutien hyper précieux le jour de l'accouchement. Choisissez bien votre maternité. Comme je vous disais, vous n'avez pas vraiment de contrôle sur les protocoles. Vous n'allez pas révolutionner les protocoles de la maternité. Par contre, vous avez le pouvoir de choisir une maternité qui a des protocoles moins stricts. Vous avez le droit de choisir une maternité qui a une vision de l'accouchement qui correspond à votre projet. Et d'être dans une maternité qui est en accord avec votre projet, ce sera autant de batailles et de débats de moins à avoir avec les soignants que vous allez rencontrer. Et ne parlez pas trop de votre projet sans péri. Ça, c'est peut-être même le conseil numéro un. Parlez de votre projet sans péridurale qu'à des personnes que vous avez choisies et que vous savez qui sont OK avec ça. Et même à la rigueur qui ne soient pas OK, c'est pas ça, mais qui viennent pas vous décourager. C'est tout. Vous dites à une personne j'accouche sans péri, OK, je suis pas d'accord avec toi, mais j'ai pas mon mot à dire sur ton projet. Parce que là, les fêtes de Noël arrivent. On sait ce que ça peut être les repas de famille. Si vous commencez à parler de votre projet sans péri et qu'autour de la table, il y a 15 personnes qui veulent vous montrer à quel point votre projet, il est aberrant, dangereux, que vous n'allez pas y arriver, il faut une force mentale de ouf pour pas se faire influencer et pas rentrer chez soi le soir en disant ah mais peut-être qu'ils ont raison en fait. Donc, évitez d'en parler. Moins vous en parlez, moins vous prenez le risque d'être démotivé et d'entendre surtout les récits des gens, parce que là, quand on commence à parler accouchement, tout le monde nous raconte le récit de son accouchement, mais bizarrement, c'est rarement des femmes qui ont accouché, enfin, dont l'accouchement s'est bien passé, hein. Tout le monde vient vous raconter l'accouchement de la boulangère, qui a été long, compliqué, qui s'est fini en césarienne, enfin voilà. Donc, moins vous parlez de votre projet, et moins vous prenez le risque d'entendre des récits hyper flippants sur l'accouchement. Vous avez aussi un vrai pouvoir sur toutes les connaissances. C'est même la clé numéro un. Connaître les protocoles, ce qui est autorisé ou pas. Alors, là aussi, il faut savoir ce qui est autorisé par votre maternité. Parce que légalement, il n'y a rien, on ne peut pas vous contraindre de faire quelque chose si vous ne le voulez pas. On ne peut pas vous obliger à avoir un toucher vaginal si vous ne le voulez pas. C'est le consentement, c'est légal. Par contre, des fois, il y a des maternités qui oublient un petit peu le côté légal et qui vont vous dire, ici, madame, c'est un toucher vaginal tous les mois et toutes les heures pendant l'accouchement. Si vous êtes dans une maternité où pour eux c'est non négociable, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Donc, bien vous renseigner sur votre maternité et bien vous renseigner sur leur protocole pour savoir les points de friction qu'il va avoir avec votre projet et pour savoir les choses que vous allez pouvoir négocier. Et si vraiment c'est super difficile de négocier avec eux, bah, envisagez, si c'est possible, peut-être de changer de maternité. Connaître la physiologie. Le rôle des hormones, du néocortex, ça je vais vous en donner quelques pistes pour commencer, mais
connaître le fonctionnement de notre corps, c'est quand même la base. Et on n'est pas éduqué à ça dans tous les domaines, hein. Que ce soit par rapport à notre santé générale, par rapport à notre cycle menstruel et à l'accouchement. On est très peu éduqué sur comment fonctionne notre corps. Et c'est la base pour mettre votre bébé au monde. Vous avez besoin de savoir comment est-ce que votre corps euh, va se mettre en route et surtout, vous allez vous rendre compte des capacités de votre corps, que votre corps, il est parfaitement bien fait. Donc ça fait partie des choses qui, je trouve, donnent confiance en soi de connaître comment est-ce que notre corps fonctionne. C'est changer notre posture. C'est pas je vais me faire accoucher parce que j'ai jamais accouché, je ne sais pas faire et que c'est le médecin qui détient le savoir. Non, c'est mon corps sait mettre mon bébé au monde. Je sais parfaitement comment il fonctionne, je sais parfaitement comment je vais pouvoir faciliter mon accouchement, et s'il y a une complication, le médecin il sera là. Mais vous n'êtes pas dans la même posture entre je vais me faire accoucher, le médecin sait, ou je sais accoucher et le médecin il viendra s'il y a besoin d'intervenir. La posture, elle n'est pas du tout la même. Et je trouve que c'est vachement moins flippant de savoir qu'on est capable de mettre notre bébé au monde. Quand on se dit qu'on ne sait pas faire et que c'est quelqu'un qui va le faire à notre place, voire même qui va avoir cette intrusion sur notre corps, qui va venir nous accoucher. Nous, on ne sait pas, on est dans cette posture de vulnérabilité, de faiblesse. C'est hyper anxiogène de se dire on va vivre ce moment-là. Que d'arriver en disant non, mon corps, il sait faire. C'est moi qui ai un vrai pouvoir sur mon corps. C'est moi qui sais exactement comment je vais pouvoir sécréter de l'ocytocine, gérer mes contractions. Et le médecin, il est là s'il y a besoin. Parce que là, effectivement, ce sera plus de mon ressort. C'est vachement plus rassurant plutôt que se dire, ben, je suis obligée de me laisser faire. Connaître aussi le déroulement de l'accouchement et les phases qui sont méconnues. Des fois, il y a des choses, voilà, des étapes qu'on n'a pas forcément de connaissance là-dessus. La phase de désespérance, le cercle de feu, délivrance du placenta, la phase de latence avant la phase de poussée, poussée dirigée, enfin tout ça. Des fois, il y a des choses où on est tellement convaincu d'avoir vu ça dans les films. Je fais notamment référence à la phase de poussée. On est, on a toutes vu dans les films ces femmes qui poussent pendant des heures, qu'on a l'impression que c'est comme ça que pour faire sortir notre bébé, il va falloir pousser. Alors que vous avez un réflexe d'éjection qui fait que votre corps, naturellement, si vous êtes dans de bonnes conditions, va expulser votre bébé. Et là aussi, c'est super rassurant de se dire, bah, mon corps, il est capable de faire sortir mon bébé sans qu'on me dise quand et comment pousser. Du coup, c'est quoi la position normale pour accoucher? La position normale pour accoucher, c'est la position dans laquelle tu te sens bien. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise position du moment que les positions ne vous sont pas imposées. La position allongée sur le dos, elle est néfaste si elle vous est imposée et que vous n'êtes pas bien et que vous subissez vos contractions dans les reins ou vous subissez vos contractions tout court. La position allongée sur le dos, elle est parfaite si vous sentez qu'à un moment, vous avez besoin de vous mettre allongé sur le dos parce que vous vous reposez, que vous êtes bien dans cette position. Voilà. Il n'y a pas de une femme qu'on laisserait libre d'accoucher comme elle veut, mais qu'on la forcerait à accoucher à quatre pattes alors qu'elle n'a pas envie d'être à quatre pattes. Bah, cette position, elle ne serait pas bonne pour elle. Donc la bonne position, c'est celle dans laquelle vous êtes bien pour gérer vos contractions du moment qu'elle ne vous est pas imposée. La position allongée sur le dos qu'on voit dans les films, c'est souvent la conséquence de la péridurale parce que la femme, elle ne peut plus bouger, elle est obligée d'avoir un monitoring, donc elle est obligée d'être sur le dos. Mais si vous n'avez pas de péridurale, et même si vous avez une péridurale, vous ne serez pas forcément sur le dos. Donc la meilleure position, je le répète, c'est celle dans laquelle vous vous sentez bien à l'instant T. Et ce qui est important aussi, c'est votre capacité à vous adapter. C'est-à-dire que si tout ne se passe pas comme prévu, comment est-ce que vous allez gérer tout ça? Si finalement vous prenez la péridurale mais que vous ne l'aviez pas envisagé, quel souvenir vous allez garder de votre accouchement? Si vous dépassez le terme et que vous devez être déclenché, comment est-ce que vous allez vous adapter? Donc, de penser aussi aux choses que vous ne souhaitez pas, c'est la meilleure préparation. Se préparer à accoucher sans péridurale, ok, mais se préparer à accoucher avec une césarienne si vous devez en avoir une, c'est aussi hyper important. Donc, l'ocytocine et votre néocortex. Le jour de votre accouchement, vous avez trois éléments hyper importants, trois chefs d'orchestre pour faire que votre accouchement se déroule bien. Vous avez évidemment votre utérus, ça vous le savez, vous allez avoir des contractions, ça souvent les femmes elles le savent. Mais vous avez aussi votre cerveau qui entre en jeu, qui va lui un petit peu chapeauter tout ça, lancer l'accouchement, et vous avez aussi l'ocytocine qui est l'hormone des contractions, qui est vraiment la potion magique de votre accouchement. L'utérus, c'est l'un des muscles le plus puissant du corps, et il est
à la fin du troisième trimestre, il se bourgeonne de plein de récepteurs d'ocytocine qui vont lui permettre de contracter. Donc lui, il est prêt pour le jour de votre accouchement. D'ailleurs, j'en suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà eu des contractions euh, pendant la grossesse. C'est juste votre utérus qui a bien compris qu'on va lui demander un sacré effort le jour de l'accouchement et qui s'entraîne. Donc vous allez avoir des récepteurs d'ocytocine qui vont venir un petit peu couvrir votre utérus pendant votre grossesse. Votre utérus, il attend qu'une seule chose le jour J, c'est de l'ocytocine. Ensuite, vous avez votre cerveau. Votre cerveau, pour faire extrêmement simple, il est divisé en deux parties. Je vous fais très simple parce que c'est pas comme ça, mais c'est pour simplifier. D'un côté, vous avez le cerveau primitif, celui qui fait les choses dont vous ne réfléchissez pas. Là, vous êtes en train de m'écouter. Vous n'êtes pas en train de vous dire il faut que je respire, que je digère, que je régule la température de mon corps. Ça, c'est des choses qu'il sait faire. L'accouchement, c'est exactement pareil. Le jour de votre accouchement, vous n'allez pas vous dire il faut que j'ai des contractions, il faut que je dilate le col de l'utérus, il faut que mon bébé fasse une rotation de ses épaules. Tout ça, c'est cerveau primitif. Vous savez faire. Et vous avez votre néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau plus récent, le cerveau de la parole, du lien social, des émotions. Et si ce cerveau du néocortex, c'est un petit peu, pour faire une représentation, c'est un petit peu le vélo des fois qui vient un petit peu tourner en fond, qui fait qu'on a des pensées, qu'on réfléchit, tout ça. Si ce néocortex est trop stimulé le jour de votre accouchement, c'est ça qui peut venir interférer dans le bon déroulement du cerveau primitif. Et vous avez l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est une hormone qu'on sécrète tous et tous les jours. C'est l'hormone du bonheur, de l'amour, du bien-être, mais surtout des contractions. Donc le jour de l'accouchement, il faut sécréter un maximum d'ocytocine. Et le problème actuellement, c'est que déjà nous au quotidien, on sécrète plus assez d'ocytocine, mais surtout que dans la plupart des salles d'accouchement, les salles d'accouchement sont des environnements anti-ocytocine. On va le voir plus loin, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver dans une salle où vous allez pas sécréter suffisamment d'ocytocine pour avoir des contractions. Et c'est ce qui amène à ce que l'équipe médicale doive intervenir. Donc l'ocytocine, elle aime la sécurité, l'intimité, la tranquillité, la chaleur, le bien-être, la confiance, tout ce qui va vous permettre d'être bien. Par contre, l'ocytocine, elle n'aime pas la peur, l'insécurité, trop de lumière, le fait qu'on vienne vous parler, qu'il y ait du bruit, le manque d'intimité, l'inconfort, avoir froid, avoir faim, avoir soif. Tout ça, alors, il faut nuancer. C'est pas parce que une fois on va vous parler que vous allez plus avoir d'ocytocine. On est bien d'accord. C'est pas parce que vous allez avoir de la lumière dans la figure à un moment de votre accouchement que vous aurez plus d'ocytocine. C'est la succession de tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement où vous avez froid, il y a plein de lumière, on vient vous parler, vous avez la blouse qui est pas hyper confortable, vous n'avez pas froid, vous n'avez pas pu me boire ni manger, bah là, pour avoir d'ocytocine, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous êtes dans un environnement où vous êtes super bien et qu'à un moment on vient vous parler, ça va pas venir foutre le bazar dans votre accouchement. Qu'on soit bien d'accord. Là, c'est vraiment hyper schématisé, mais quand on se rend compte, les salles d'accouchement, c'est un environnement qui est très souvent insécuritaire. On n'aime pas trop être dans des salles d'hôpitaux, très clairement. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière. En termes d'intimité, il y a des gens qui entrent, qui sortent, qui viennent nous examiner. Très souvent, pendant l'accouchement, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger. Tout ça, bah là, vous cochez toutes les cases pour ne pas avoir de l'ocytocine, mais pour avoir de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Et l'idée, c'est vraiment le jour de l'accouchement, d'essayer autant que possible d'éliminer tous les facteurs qui pourraient vous faire sécréter de l'ocytocine. De l'adrénaline, pardon. Donc, quand on voit cette salle d'accouchement, par exemple, on se rend bien compte que là, encore une fois, je vais dans l'extrême, hein, parce qu'il y a des nuances, vous n'allez pas forcément avoir cette salle, mais c'est vraiment pour vous montrer en poussant le curseur très loin. Là, vous êtes dans une salle médicalisée impersonnelle. Très clairement, moi ici, je m'y sens pas super en sécurité. Il y a beaucoup d'appareils médicaux qui bipent, qui font du bruit, donc ça aussi, c'est un facteur de stress. Il y a la sage-femme qui rentre, qui sort, qui vient, qui vous parle, qui vous examine, mettez-vous sur le lit. Voilà, très clairement, là, on n'est pas dans de l'ocytocine. Beaucoup de lumière, la grande fenêtre à côté, les néons. Pas forcément d'accès aux toilettes aussi, ça fait partie du confort, de pouvoir aller régulièrement aux toilettes. Et il y a aussi une horloge au-dessus du lit qui vous indique l'heure. Donc, qui dit indication du temps, dit dilatation du col de l'utérus. Vous voyez que vous êtes passé de 2 à 3 cm en 4 heures. Bah, ça vous donne une indication de temps, de longueur, et ça peut aussi avoir un impact sur votre accouchement. Donc voilà, là vous voyez bien que
Vous arrivez avec vos peurs, vos craintes, vos croyances, le fait que vous allez vous faire accoucher, le fait que vous ne savez pas accoucher. On vous met dans cette salle où vous, en plus, vous sécrétez de l'adrénaline. Là, très clairement, il y a de grandes chances que votre accouchement il soit ralenti et que l'équipe médicale doive intervenir parce que rien n'est fait pour que votre corps soit dans de bonnes dispositions pour pouvoir faire ce qu'il sait faire naturellement, c'est-à-dire mettre votre bébé au monde. Donc dans une salle comme ça, sans faire attention, vous sécrétez beaucoup plus d'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone du stress qui arrête la sécrétion d'ocytocine. Donc, au lieu d'être dans un environnement où vous allez avoir de l'ocytocine qui va permettre à votre utérus de se contracter, de dilater votre col et de faciliter votre accouchement, là, vous êtes dans un environnement où vous avez plus d'adrénaline. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans, dans ces environnements. Et j'ai été comme ça pour mon premier. Et on se dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas été capable de mettre mon bébé au monde. Je ne comprends pas pourquoi mon col ne s'est pas ouvert. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu l'énergie, la force et le mental nécessaires pour aller au bout de mon projet. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la femme, ça n'a rien à voir avec son mental, ça n'a rien à voir avec son corps. C'est juste que l'environnement autour d'elle n'était pas favorable pour qu'elle puisse accoucher dans de bonnes conditions. Pour faire un petit schéma, un petit récap très simple. Dans des conditions idéales, votre hypophyse, dans votre cerveau, c'est celui qui sécrète les hormones, quand l'accouchement se met en route, il balance de l'ocytocine à votre corps, à votre utérus, pardon. Votre utérus va se contracter régulièrement, vous allez avoir des contractions. Ces contractions vont envoyer un signal à votre cerveau, OK, tout va bien, tu peux continuer à envoyer de l'ocytocine. Et là, vous êtes vraiment dans un schéma vertueux. Et ce qui est important de savoir, c'est que en sécrétant, en ayant des contractions, vous allez avoir non seulement un travail efficace sur votre col, mais surtout vous allez sécréter de l'endorphine, l'antidouleur naturelle. Donc là, votre cerveau va vous envoyer le cocktail hormonal parfait, c'est-à-dire ocytocine pour avoir des contractions, euh, endorphine pour avoir géré la douleur des contractions. C'est un antidouleur naturel. Et donc, vous allez être dans un bon mood qui va vraiment faciliter votre accouchement. Plus vous allez avoir des contractions, plus vous allez avoir de l'endorphine pour gérer la douleur des contractions, plus vous allez avoir d'ocytocine pour avoir des contractions efficaces et plus votre travail va avancer. Donc là, c'est vraiment le schéma idéal. Par contre, si vous êtes dans de mauvaises conditions, votre hypophyse va envoyer de l'ocytocine à votre corps au départ. Mais il y a un moment, vu que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, il y a une petite alarme qui va s'allumer dans votre cerveau qui va dire, attends, mais là, on n'est pas au bon endroit pour accoucher. Il y a trop de facteurs qui viennent déranger. Donc, on va stopper l'accouchement et vous allez avoir de l'adrénaline parce que votre corps, il est bien fait. Il pense que vous n'êtes pas au bon endroit pour accoucher. Donc il va dire, bah stop, on arrête tout. On annule la mission et on arrête tout. Et vous allez avoir de l'adrénaline. Et avec cette adrénaline, arrêt du travail, mais vous êtes à la maternité. Donc l'équipe médicale va vouloir que vous accouchiez. Vous n'êtes pas foutu d'avoir de l'ocytocine naturelle? Pas grave, on va vous mettre de l'ocytocine de synthèse. Mais le problème de l'ocytocine de synthèse, c'est que ça fait des contractions plus intenses, plus rapprochées, plus fortes. Peut-être que vous allez prendre la péridurale, vous allez avoir un monitoring, vous allez tomber dans cette fameuse cascade d'intervention et votre accouchement peut être compliqué. Et ça n'a rien à voir, je vous le répète, avec votre corps qui n'est pas foutu de mettre votre bébé au monde, c'est juste que votre corps, votre cerveau a reçu le signal de mais là, on n'est pas dans le bon environnement pour accoucher. Il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, c'est trop inconfortable, il y a trop de gens qui nous parlent. Mais ça, c'est des choses, vu qu'à la maternité, bah, c'est un peu l'environnement archi courant, il y a plein de femmes qui se disent, ben ouais, effectivement, un premier accouchement, c'est long et c'est compliqué, mais c'est pas de leur fait en fait. C'est parce que les conditions autour d'elles n'étaient pas favorables. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu le scénario classique qui amène effectivement à finalement avoir plus d'adrénaline que d'ocytocine. Le schéma classique, vous avez des contractions, vous prenez votre voiture et vous arrivez en salle d'accouchement classique. Vous êtes chez vous, il y a un moment, vous savez que vous allez devoir partir. Peut-être que vous avez l'appréhension d'arriver trop tard, d'accoucher dans la voiture, votre conjoint vous met un petit peu la pression. Donc voilà, il y a un moment, vous êtes dans un bon mood, vous avez de l'ocytocine, vous commencez à avoir des contractions régulières. Du moment que vous vous dites faut partir à la maternité, vous commencez un petit peu à stresser. Vous avez de l'adrénaline. Vous prenez votre voiture, il y a des embouteillages, des feux rouges, des dos d'âne. Votre mec, il est stressé, peur que vous arriviez pas à temps à la maternité.
là, vous sécrétez de l'adrénaline. Vous arrivez en salle d'accouchement classique, comme je vous ai mis la photo avant, on vous parle, on vous dérange, on vous prive de boire, on vous oblige à avoir un monitoring, on vous oblige à être allongé, adrénaline. Et sans faire attention, par manque de connaissances, vous pouvez être pris du début à la fin avec que de l'adrénaline. Et forcément, ça va venir ralentir, voire carrément stopper votre accouchement. Donc quand je dis que c'est le scénario classique, c'est dans le sens où c'est le scénario qu'on voit dans la plupart des films. La femme, elle part, elle prend sa voiture, elle arrive en salle d'accouchement. C'est le scénario, voilà, le plus courant qu'on entend. Mais il y a quand même des choses que vous allez pouvoir mettre en place justement pour éviter de trop sécréter d'adrénaline. Donc comment éviter tout ça? C'est bien gentil de savoir tout ça, mais comment l'éviter autant que possible? Alors déjà, à la maison, ne comptez pas vos contractions, dans le sens où comptez-les au départ pour vous rendre compte que oui, effectivement, le travail a commencé. Mais si vous êtes focus sur votre montre, à compter vos contractions, vous stimulez votre néocortex et vous allez avoir du mal à lâcher prise. Donc, à un moment, posez votre téléphone, posez votre cerveau et laissez-vous euh, gérer vos contractions en les ressentant, en vous disant oui, effectivement, elles sont plus rapprochées, elles sont plus intenses, là, elles sont supportables, là, elles commencent à être moins supportables. Parce que plus vous allez les compter, avec la fameuse application sur le téléphone, plus vous allez stimuler votre néocortex. Donc évitez de trop compter vos contractions. Ne partez pas trop tôt à la maternité. C'est un peu le piège qu'on a toutes fait pour un premier. Peur d'arriver trop tard, mais 9 fois sur 10, on arrive trop tôt. Ne vous précipitez pas en cas de perte des os. Perdre les os, ce n'est pas une urgence médicale. Sauf si le liquide est teinté, on est d'accord, mais si vous perdez juste les os, pas de précipitation. Vous avez le temps, vous pouvez rester plus de 2 heures à la maison avant d'aller à la maternité. Demandez à votre partenaire de gérer le départ. C'est pas à vous de savoir qu'il faut arroser les plantes, fermer les volets, mettre les croquettes au chat, prendre tel ou tel sac. Ça, c'est à lui de gérer tout ça pour que vous puissiez mettre votre néocortex en pause le plus tôt possible. Prenez une douche, un bain pour vous détendre, pour aussi aider à gérer les contractions. Surtout, mangez. Vous allez vous taper un marathon. Ne partez pas à la maternité le ventre vide. Prenez des sucres lents, prenez des choses qui vous font plaisir et prenez aussi à manger pour la salle de travail. Des petits snacks, des jus sucrés, du chocolat, des bonbons, des choses qui vous font plaisir pour pouvoir avoir de l'énergie pendant votre accouchement. Donc là, vous allez pouvoir commencer vraiment à faire un gros shoot d'ocytocine. Dans la voiture, prenez une position confortable qui vous aide à gérer vos contractions. Essayez déjà de vous mettre dans votre bulle avec de la musique, les lunettes de soleil pour éviter un petit peu trop de lumière, le peigne pour gérer les contractions. Je vous en parlerai un peu plus tard pour celles qui ne savent pas. Mais surtout, foutez-vous la paix. Prendre votre voiture pour aller à la maternité, c'est pas physiologique du tout. Gérer des contractions dans la voiture entre deux dos d'âne, c'est pas facile du tout. Donc faites le maximum pour vous mettre dans votre bulle. Mais si vous n'y arrivez pas, que là vous sentez que vous avez de l'adrénaline, que vous n'arrivez pas à sécréter de l'ocytocine, foutez-vous la paix, c'est pas grave. Là vraiment vous êtes dans un environnement où c'est super difficile. Celles qui ont déjà accouché, vous pouvez en témoigner. Gérer les contractions dans la voiture, c'est pas facile. Donc faites du mieux possible, mais foutez-vous la paix et surtout ne doutez pas de vous. Ne vous dites pas, oh là là, mais là si j'arrive pas à gérer mes contractions, qu'est-ce que ça va être en fin de travail? J'arrive et je prends la péridurale. Non, laissez-vous une chance d'arriver, de vous remettre dans votre bulle et de voir comment vous gérez vos contractions quand vous serez dans un bon environnement. Une fois arrivé à la maternité, essayez de parler le moins possible et surtout de prendre une position confortable pour le monitoring. Vous n'êtes pas obligé d'être allongé sur le dos pour avoir un monitoring. Vous pouvez bouger un petit peu. Vous n'allez pas pouvoir gambader, mais vous allez peut-être pouvoir vous remettre sur le ballon, vous mettre debout, commencer à bouger un petit peu pour commencer à vous détendre et à faire sortir un petit peu cette adrénaline que vous avez et commencer à resécréter de l'ocytocine. Dans la salle, quand vous avez eu tous les examens, qu'on vous met dans la salle d'accouchement, commencez à vous remettre progressivement dans votre bulle, avec de la musique, de la lumière tamisée, des petites huiles essentielles, vos porte-bonheur, vos doudous, votre oreiller, votre ballon, enfin tout ce que vous avez amené de la maison. Commencez petit à petit à le sortir pour essayer de vous mettre dans votre bulle. Coupez votre néocortex. Néocortex, pour rappel, c'est le cerveau de la parole et de l'interaction sociale. Évitez de parler aux gens, évitez de regarder les gens. Mettez-vous
Voilà, commencez à vous recentrer sur vous et sur vos contractions. Et relancer petit à petit la sécrétion d'ocytocine. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, peut-être regarder une série, voilà, faire des sons, prendre un bain. Tout ça, petit à petit, ça va relancer la sécrétion d'ocytocine. Là, vous imaginez qu'une femme qui prend la voiture, qui est shootée à l'adrénaline, qui arrive, qui a un monitoring, qui est allongée, qui subit ses contractions, qu'on fout dans une salle hyper éclairée, avec du bruit, les monitorings, qui n'a pas pensé à amener tout ça, elle va encore sécréter de l'adrénaline. Donc, vous voyez bien que vous avez quand même plein de choses que vous allez pouvoir mettre en place pour essayer autant que possible de pas trop sécréter d'adrénaline et sécréter un maximum d'ocytocine. Et surtout, pensez à boire. Hyper important, peu importe le protocole de votre maternité, si votre accouchement se passe bien, qu'il n'y a pas un risque de césarienne, buvez. Ça, c'est non négociable. Évitez autant que possible d'être dérangé, que ce soit par les touchés vaginaux réguliers. Vous avez le droit de dire que vous ne souhaitez pas un toucher vaginal toutes les heures. Du moment que vous n'avez pas de péridurale, et même après, vous pouvez très bien demander à ne pas avoir trop de touchés vaginaux. Non seulement les touchés vaginaux, ils sont désagréables, mais en plus, ça peut vous démotiver. Si on vous dit vous êtes à 3 alors que vous espériez être à complète, ça va vous démotiver. Laissez votre partenaire discutez avec la sage-femme autant que possible. Moins vous parlez, plus vous serez dans votre bulle. Évitez d'être observé, c'est-à-dire d'avoir toujours quelqu'un à côté de vous qui vous regarde et qui vous regarde gérer vos contractions. Mettez une lumière tamisée. L'avantage de la lumière tamisée, c'est que déjà, ça crée tout de suite un environnement cocooning. Vous voyez plus trop les personnes qui rentrent, qui sortent, vous voyez pas trop les appareils médicaux. Ça commence à vous mettre un petit peu dans votre bulle. Prenez une tenue dans laquelle vous êtes bien. Un paréo, une longue chemise de nuit, voilà, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Et ben, évitez d'avoir faim et soif, très clairement. Ça, c'est vraiment la chose qui est là, qui va vous empêcher d'avoir de l'ocytocine. Votre cerveau ne pense qu'à votre survie. Vous êtes en train d'accoucher, mais vous êtes en train de mourir de soif. La priorité, ce sera pas de mettre votre bébé au monde. La priorité, ce sera d'aller chercher de l'eau parce que votre survie est en jeu. Donc, votre cerveau, au lieu d'envoyer de l'ocytocine pour que vous ayez des contractions, votre cerveau va vous envoyer le message, on arrête l'accouchement et va chercher de l'eau. Donc, ou à manger. Mais à manger, on arrive un petit peu plus à passer au-delà de la sensation de faim, la sensation de soif quand elle vous prend, c'est fini. Votre cerveau veut que vous alliez boire. Donc imaginez une femme qui est déjà stressée, qui a peur, qui n'a pas tous les outils et en plus qui meurt de soif. Bah on comprend pourquoi il y a autant d'accouchements qui partent en cacahuète, très clairement parce que là, la femme, elle n'est pas arrivée à sécréter de l'ocytocine. Et c'est pas que son corps est défaillant, c'est son environnement qui est défaillant, parce qu'on l'a privé de boire. Votre partenaire aussi, il a un rôle à jouer le jour de l'accouchement. Lui, il doit veiller déjà à gérer son propre stress et son impatience. À la maison, dans la voiture, en salle de maternité, j'ai envie de dire, c'est chacun sa merde. Vous gérez les contractions, il gère son stress. Qu'il en ait marre d'attendre, qu'il soit stressé et tout, c'est complètement OK, mais il n'a pas à vous donner son stress ou son impatience. Il gère ça dans son coin. Ensuite, il gère votre environnement. Il veille à votre environnement, votre tranquillité. Veillez que la sage-femme vous parle pas, mettre de la musique, vous masser, vous apporter à boire et surtout ne pas trop vous parler. Il faut pas que ce soit lui. S'il vous demande toutes les 5 minutes, t'as soif, tu vas bien, t'as mal, tu veux la péridurale, ça va vous sortir de votre bulle. Donc, qu'il soit discret et qu'il veille à votre confort. J'aime beaucoup ce parallèle avec quand on accompagne une femelle qui met bas. Si vous avez chez vous une chatte qui met bas, vous n'allez pas lui parler, vous n'allez pas la solliciter, vous allez lui faire confiance et la laisser faire. Par contre, vous allez veiller à ce qu'elle ait à boire, à manger, qu'elle soit pas dérangée par les autres animaux, qu'elle soit pas dérangée par vos enfants. Vous allez la laisser dans un coin et veiller à ce qu'elle mette ses petits dans de bonnes conditions, mais vous allez la laisser faire. Ben là, votre conjoint, il a ce rôle. Veillez à ce que vous soyez bien, il vous fait confiance, il veille à votre confort, il veille à ce que vous ne soyez pas dérangé. C'est un peu le gardien de votre confort et de votre bien-être. Et aussi, petite astuce, laissez-le faire le sac en salle de naissance. Vous posez tout ce que vous avez besoin à côté, mais lui, il y met dans le sac. Comme ça lui évitera de dire où est-ce qu'il a le peigne, où est-ce qu'il a le projet naissance, la carte vitale, elle est où, les vêtements du bébé, c'est où. Voilà, non, il sait où c'est lui qui a mis dans le sac. Comme ça, c'est une stimulation de moins.
Ensuite, les petites astuces pour gérer vos contractions. Là aussi, c'est important de... C'est les retours que j'ai de femmes, les choses qui marchent le plus, mais comme pour la position, la meilleure façon de gérer vos contractions, ce sera celle qui vous fera du bien et que vous allez peut-être trouver naturellement. Donc, il y a le peigne. Donc, celles qui me suivent, vous savez déjà ce que c'est, mais celles qui ne savent pas, je vais vous expliquer. Vous avez vu que pour avoir un travail efficace, il faut sécréter de l'ocytocine, mais aussi de l'endorphine, un antidouleur naturel. Et donc, le peigne, il a deux rôles. C'est-à-dire qu'en le serrant très fort dans votre main, comme ça, vous allez créer une deuxième douleur. Votre cerveau ne peut pas être focus sur deux douleurs à la fois. C'est-à-dire qu'en vous créant une autre douleur, vous allez être moins focus sur la douleur des contractions. Et surtout, en créant une autre douleur, vous allez vous faire des petits shoots d'endorphine en plus. Je sais que le peigne, il est super efficace. Franchement, c'est vraiment... J'ai de très très bons retours sur le peigne. Il y a des femmes qui en prennent un seul, il y en a qui en prennent un dans chaque main. Mais voilà, vous pouvez le serrer soit dans les doigts, soit dans la paume. C'est quand même mieux dans la paume. Et en le serrant très fort, vous allez moins sentir la douleur des contractions. Alors, on est d'accord, c'est pas aussi efficace que la péridurale. Et quand vous allez avoir des contractions archi intenses, ça fera peut-être plus le job de la diversion. Par contre, ça fera toujours le job de l'endorphine. Vous créez une autre douleur, votre corps, en réponse, amène de l'endorphine, l'antidouleur. Appuyez sur les points sacrés. Les points sacrés, c'est les points que vous avez en bas du dos vers le sacrum. Demandez à votre partenaire d'appuyer très fort. C'est le même principe que le peigne. Vous créez une autre douleur. Vous êtes moins focus sur la douleur des contractions et vous sécrétez de l'endorphine. Donc imaginez un peigne dans chaque main et votre mec qui vous appuie sur le bas du dos. Et ça, je sais que c'est vraiment le combo qui marche le plus. N'hésitez pas aussi à faire des sons, à gémir, à crier, c'est complètement OK. Ça aussi, c'est un petit peu mal vu. Pourtant, c'est hyper utile d'accompagner la douleur des contractions. Et là aussi, dites à votre mec que c'est pas parce que vous gémissez, que vous criez, ça veut dire que vous souffrez et que vous avez besoin de la péridurale. Vous êtes juste en train d'accompagner la douleur. Vous avez le droit de crier et d'accompagner vos contractions sans que ce soit un appel au secours et un appel à la péridurale. Tout ce qui est les mantras, mon corps sait faire, chaque contraction me rapproche de mon bébé, une contraction après l'autre, tout ce qui est les pensées positives, c'est hyper, hyper efficace. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais dans ma boutique, j'ai un peigne avec des mantras. Là, il y a chaque contraction me rapproche de mon bébé. Ce n'est pas de la souffrance, c'est de la puissance. J'ai trois mantras comme ça. Je vous mettrai le lien pour celles qui veulent le commander. Je ferme la boutique lundi, mais voilà. Vous avez des petits mantras sur les peignes aussi, hyper efficace. Donc tout ce qui est mantra, pensée positive, ça va vraiment vous aider à rester focus sur votre projet. Prenez aussi une douche et un bain. L'eau chaude sur le bas du dos, c'est vraiment quelque chose qui va vous détendre, qui va vraiment vous faire du bien. Et j'avais entendu aussi une autre astuce euh, d'une femme qui m'avait partagé ça dans un épisode de podcast, qui me disait une autre façon de faire une diversion de la douleur, c'était d'appuyer très fort sur son clitoris. Alors, pas dans le sens de s'appuyer pour se faire du plaisir comme on pourrait voir dans certains accouchements, pas du tout. Là, elle me disait que spontanément, elle s'appuyait sur le clitoris, et vu que c'est quand même une zone qui est hypersensible et pleine de, voilà, de terminaisons nerveuses, elle disait que ça lui permettait aussi de faire cette diversion de la douleur, qu'elle ressentait moins l'intensité des contractions, et que du coup, elle sécrétait aussi beaucoup d'endorphines. Je vous donne l'info. Je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais voilà, sachez que j'ai de bons retours là-dessus, de ce que ça peut être utile aussi. Donc ça ne coûte rien pour celles qui veulent tenter. Vous me direz si ça a marché ou pas. Pour résumer un petit peu tout ça, vous avez le droit de poser des questions, de négocier et de refuser tous les actes médicaux qui vous sont proposés. C'est le principe du consentement. Vous avez le droit de limiter les touchés vaginaux pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Vous avez le droit de ne pas connaître votre dilatation si vous n'avez pas envie. Vous pouvez demander une péridurale peu dosée, ce qui vous permettra, si vous avez une péridurale, de quand même pouvoir bouger, vous mettre sur le côté, de pouvoir prendre des positions autres que la position allongée sur le dos si vous n'êtes pas bien. Donc de choisir votre position, même avec une péridurale. Vous avez le droit de boire et de manger. Ça, c'est la base pour pouvoir rester focus sur votre projet. De choisir une tenue dans laquelle vous êtes confortable et d'amener toute votre maison. Vous pouvez mettre de la musique, baisser les lumières,
Amenez des petites bougies LED, de l'huile essentielle, votre oreiller, votre ballon, votre tapis, votre écharpe de portage pour vous suspendre, enfin tout ce qui va vraiment vous permettre d'être bien. Les trois piliers pour faciliter votre accouchement, ça reste la connaissance, toutes les informations que vous allez avoir, le savoir, c'est le pouvoir. Ensuite, la confiance en vous, ce qui va vous permettre de comprendre le fonctionnement de votre corps et de pouvoir mettre en place plein de choses qui vont vraiment soutenir votre corps et faciliter votre accouchement. Et le soutien, très clairement, de votre partenaire, de votre sage-femme, de votre doula, de votre maman, de votre meilleure amie, peu importe, d'avoir au minimum une personne de confiance qui croit en vous et qui sait que vous êtes capable. Comment est-ce que je peux vous accompagner? Je vous donne quelques infos sur mes accompagnements et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Pour celles qui veulent accoucher sans péridurale, j'ai mon accompagnement de groupe, la team. C'est 10 futures mamans qui ont le même projet et le même terme que vous. Et c'est vraiment chouette parce que vous, là, pour le coup, vous êtes sûr d'être entouré de femmes qui savent que c'est possible d'accoucher sans péridurale et qui vont vraiment vous soutenir, vous encourager, vous rappeler que vous êtes capable. Vous avez toutes les connaissances grâce aux vidéos que je vous donne, le soutien du groupe qui sera là pour vous encourager, vous rappeler que vous êtes capable de le faire et vous allez vraiment pouvoir gagner en confiance. C'est vraiment la force du groupe qui, comme je vous disais, d'avoir des personnes de confiance à qui vous allez pouvoir parler de vos inquiétudes, à venir chercher du réconfort quand vous entendez quelqu'un qui vous fait douter de vous. Vous êtes sûr que vous êtes dans un espace hyper bienveillant et soutenant et c'est une vraie force pour aller le plus loin dans votre projet sans péridurale. Donc c'est des petits groupes de 10 futures mamans, comme ça c'est en petit comité, c'est tranquille. Et dans la team, vous avez votre groupe privé pour pouvoir échanger, donc un groupe privé de 10 futures mamans vous êtes sur ce groupe pendant la grossesse et aussi en postnatal, et ça c'est juste génial en postnatal. Je vous partage du contenu exclusif pour vraiment rester focus sur votre projet. On se retrouve chaque mois pour un atelier où on va aborder différents sujets. En fin de grossesse, on a un coaching où là, vous allez pouvoir faire le point, voir voilà, s'il y a encore des petites choses qui vous font peur pour l'accouchement, si vous avez des doutes, si vous avez des besoins d'avoir un petit coup de boost, on va dire. Ensuite, en postnatal, vous avez les pauses natales où là, pour rester en lien, on continue à se voir pour aussi échanger sur l'après, les difficultés. Et évidemment, je suis disponible sur le groupe pendant votre grossesse et en postnatal pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Je viens de créer plusieurs formules qui sont adaptées à vos besoins. Dans toutes les formules de base, vous avez ce que je viens de vous dire. Les autres formules, vous avez plus de contenu, vous avez plus de bonus, vous avez du contenu pour le partenaire, du contenu pour le postnatal, enfin voilà. Mais ça, c'est vraiment le contenu de base. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter pour en savoir plus. Juste petite info, c'est complet pour les accouchements en décembre et en janvier. Et ensuite, pour celles qui veulent pas rejoindre un groupe, qui ont envie de se préparer en autonomie, vous avez mes programmes vidéo. C'est des vidéos qui sont faciles à regarder, il n'y a pas de charabia, je vais vraiment à l'essentiel. C'est des vidéos qui sont courtes, qui font une dizaine de minutes. Il y en a plein, parce qu'il y a à peu près 3 heures de contenu, mais c'est des vidéos courtes que vous pouvez vraiment écouter entre deux rendez-vous, pendant que vous faites à manger, et qui sont faciles à partager à vos partenaires, pour vraiment pouvoir leur donner un maximum d'informations. Et c'est en format audio et vidéo. Comme ça vous permet aussi de pouvoir écouter ça à n'importe quel moment. Il y a des mémos à télécharger. Et même avec le programme vidéo, si vous avez des questions, je reste disponible pour répondre. Et là, vous avez mon pack complet où j'ai les 3 programmes. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est vraiment ce programme, il est beaucoup plus là pour booster votre confiance, venir déconstruire vos peurs, vos croyances, comment vraiment changer votre posture. Le programme Reprendre le pouvoir, là, il est beaucoup plus focus sur le jour J. Comment vous mettre dans votre bulle, sécréter d'ocytocine, savoir étape par étape ce qui est fait en salle d'accouchement, ce que vous pouvez refuser, négocier, vraiment avoir un max d'infos pour vous mettre dans votre bulle. Et vous avez aussi ce programme Kiffe ton projet de naissance où là je vous accompagne pour rédiger votre projet de naissance. Et donc là il est vraiment à tout petit prix. Il est à 59 euros au lieu de 135 et donc vous avez quasiment là je pense 7 heures de contenu vidéo. Pareil, des petites vidéos faciles à partager à votre partenaire. Qu'est-ce qui change quand on est déclenché par rapport à la péridurale? Alors qu'est-ce qui change avec un déclenchement? C'est qu'en fait on va vous mettre de l'ocytocine de synthèse, puisqu'on vous déclenche, c'est-à-dire que votre travail ne s'est pas mis en route. Ils veulent que le travail se mette en route, donc on va vous mettre de l'ocytocine de synthèse. On peut vous mettre aussi des tampons ou un ballonnet pour ouvrir votre corps, mais ce qui change principalement, c'est cette ocytocine de synthèse. Vous avez vu que quand vous avez de l'ocytocine naturelle, vous sécrétez aussi de l'endorphine.
Votre corps est parfaitement rodé pour avoir et de l'ocytocine et de l'endorphine. Vous allez avoir des contractions qui vont être plus ou moins intenses, palier par palier, et vous allez gérer vos contractions. Avec un déclenchement, vous allez avoir des contractions qui sont intenses, rapprochées très rapidement, mais surtout votre corps, il n'aura pas le temps de gérer et de sécréter de l'endorphine. Donc il y a plein de femmes qui se retrouvent déclenchées avec des contractions intenses qu'elles n'arrivent pas à gérer et elles prennent la péridurale. Pas tout le temps. J'ai des récits de femmes qui ont été déclenchées et qui n'ont pas eu la péridurale, mais très souvent, un déclenchement, ça amène du coup à cette médicalisation. On va vous mettre de l'ocytocine de synthèse, donc on va vous mettre un monitoring pour voir comment votre bébé réagit. Donc, ben, qui dit monitoring dit position allongée, dit peut-être pas pouvoir boire, et là, vous êtes prise dans une cascade d'intervention. Un déclenchement, s'il est justifié parce que votre bébé est en danger, de tomber un petit peu dans cette cascade d'intervention, j'ai envie de dire, bah vous vous dites, vous n'aviez pas le choix, c'est pour la sécurité de votre bébé. Par contre, être déclenché juste parce que vous avez dépassé le terme d'une journée ou que, soi-disant votre bébé il est trop gros et vous retrouvez prise dans cette cascade d'intervention, ça fout vraiment les boules. Donc un déclenchement, c'est pas incompatible avec un projet sans péri. Un déclenchement, c'est pas un échec du moment que ce déclenchement est justifié et encore une fois que vous avez toutes les informations. Alors, ma maternité est plus ou moins alignée avec mon projet d'accouchement naturel, mais lorsque je dis que je ne voulais pas d'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta, ils me disent que ça fait partie du protocole, mais que je peux négocier ça avec ma gynéco. Après avoir écouté votre épisode sur le sujet, je me demande si finalement ce n'est pas une chose sur laquelle ne pas se battre. L'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta, alors ça aussi, c'est toutes des informations que je vous donne, mais hyper en détail dans mes programmes vidéo. J'aborde vraiment tout, le déclenchement, la perte des os, la rupture, comment on appelle ça? Le déclenchement, enfin tout. Toutes les infos sur l'accouchement, c'est vraiment beaucoup plus détaillé dans mes programmes. Mais l'injection d'ocytocine, en fait, c'est quasiment systématique dans toutes les maternités. Quand votre bébé sort, on vous met une dose d'injection d'ocytocine de synthèse pour faciliter la délivrance du placenta et surtout l'accélérer parce que vous avez 30 minutes. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser dans l'atelier que toutes les conditions pour avoir de l'ocytocine et faciliter la naissance de votre bébé, ce sont les mêmes pour faciliter la délivrance du placenta. Et vous imaginez bien que si vous êtes face à une sage-femme qui est stressée parce que vous avez refusé l'ocytocine de synthèse, qui est stressée, qui vous met la pression, qui regarde l'heure, qui vous appuie sur le ventre parce qu'il faut vite que votre placenta sorte, vous n'allez pas sécréter de l'ocytocine. Vous allez sécréter de l'adrénaline, ça va vous stresser. Donc, c'est complètement contre-productif. Et donc, effectivement, ça ne sert à rien de vous batailler pour ne pas avoir l'injection d'ocytocine de synthèse si votre maternité, votre sage-femme est complètement stressée. Il faut choisir ses batailles. Il faut choisir là où on a envie de se battre. Si vous ne voulez pas l'injection pour le placenta et que votre maternité est plus ou moins OK, vous prennent pas la tête. Pourquoi pas? Mais si vous sentez que ça les met dans une position d'insécurité, insécurité dit stress. Donc, bataillez pour pas avoir l'injection d'ocytocine pour le placenta, mais vous retrouvez le jour J dans un environnement qui va vous stresser de vite le sortir, vous prenez le risque de ne pas faire sortir votre placenta et peut-être aller vers des complications. Donc, honnêtement, moi je suis quelqu'un qui est quand même anti-médicalisation autant que possible, mais il y a une réalité. En maternité, ils sont pas tous formés à la physiologie et vous retrouvez dans un environnement qui va augmenter le risque d'avoir une hémorragie, je vois pas l'intérêt. Des fois, il vaut mieux dire OK pour cette injection si tout le long de votre travail, vous avez été shooté à l'ocytocine naturelle, vous êtes dans un bon environnement, vous avez évité la médicalisation, mais vous avez juste cette injection, voilà. Comme je vous disais, il faut des fois choisir ses batailles. Je me rappelle plus dans cette injection, ils la font comment? Bah en fait, généralement, tu as un cathéter, donc ils te posent l'ocytocine. On s'en rend même pas compte, on est en train d'accoucher et ils nous mettent une dose, quoi. Quels sont les inconvénients de cette ocytocine pour la délivrance? Bah, en soi, il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'actuellement, les femmes sont déclenchées, elles ont de l'ocytocine de synthèse. Leur travail ralentit, elles ont de l'ocytocine de synthèse. Elles pour la délivrance du placenta, elles ont de l'ocytocine de synthèse. Et sans faire gaffe, les femmes, au lieu d'avoir de l'ocytocine naturelle, l'ocytocine naturelle est hyper important pour la gestion des contractions, mais aussi après, pour le lien d'attachement avec votre bébé, pour l'allaitement, pour plein de choses. L'ocytocine naturelle, c'est
archi précieux. Le problème actuellement, c'est que dans les salles d'accouchement, si on ne fait pas attention, vous l'avez vu, vous sécrétez plus d'ocytocine naturelle et vous avez beaucoup plus d'ocytocine de synthèse. Et c'est cet excès d'ocytocine de synthèse tout le long de votre accouchement qui peut être problématique, qui peut faire que vous allez pas avoir une montée de lait tout de suite, que vous allez avoir du mal à vous attacher avec votre bébé. Si vous avez un maximum d'ocytocine naturelle le long de votre travail et un peu d'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta, c'est pas catastrophique. C'est pour ça que je vous dis, choisissez votre bataille. Est-ce qu'il faut pousser pour le placenta ou est-ce qu'il sort tout seul? Non, il sort tout seul le placenta. Vous allez avoir des contractions quand votre bébé il est sorti. Vous allez avoir de nouvelles contractions, votre placenta va se décrocher et normalement il sort en fait. Le placenta c'est comme une galette en fait, c'est mou donc il n'y a pas besoin de pousser. Il sort naturellement. Des fois il sort tout de suite après le bébé, des fois il met un peu plus de temps, mais à la maternité vous avez 30 minutes. C'est pour ça qu'ils vous mettent de l'ocytocine de synthèse d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils font du placenta? Bah c'est un déchet, ils le jettent, tout simplement. Donc des fois ils font vous pouvez retarder le clampage du cordon aussi, éventuellement, mais très rapidement, ils coupent le cordon, ils sortent le placenta et ensuite c'est un déchet, ils le mettent à la poubelle. Je peux demander d'attendre ces fameuses 30 minutes avant de donner de l'ocytocine. Tu peux négocier quelques minutes, mais souvent c'est assez rapide. Ils la font tout de suite. Maintenant, ce que vous pouvez attendre, c'est que le cordon soit coupé. Donc vous pouvez attendre quelques minutes. Il y a des maternités des fois qui attendent ces fameuses 30 minutes, mais c'est rare, quand même, c'est rare. Merci vraiment pour cet échange, c'est tellement intéressant. Bah, écoutez, je suis ravie que ça vous intéresse. Moi, je suis passionnée par ça, donc je pourrais en discuter pendant des heures, mais je vois qu'on a largement dépassé l'heure. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, comme je vous disais, vous pouvez me les poser soit par mail, soit par Instagram. Je réponds à toutes les questions. Je serais ravie de pouvoir vous donner plus d'informations. Et voilà, si vous voulez aller plus loin avec moi, comme je vous disais, vous avez l'accompagnement de la team ou mes programmes vidéo où je vous donne encore plus d'informations. C'est vraiment archi complet, archi détaillé, sans prise de tête et vraiment à la cool. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous souhaite à toutes une bonne journée, de belles fêtes aussi, bonne fin de grossesse aussi pour celles qui doivent accoucher bientôt. Et on se retrouve sur Instagram, comme je vous disais, si vous avez des questions. Bonne journée à toutes.